En 1830, le roi Charles X, dernier des Bourbons, souhaite restaurer ce qui ressemble à l'absolutisme monarchique. Il est bien motivé à ne pas faire la même erreur que son célèbre et défunt frère Louis XVI. Son ministre, Jules de Polignac, n'a pas vraiment le vent en poupe, c'est peu de le dire, depuis sa nomination à l'été 1829. Discuté depuis 1827, il monte finalement avec d'autres ministres l'expédition d'Alger en janvier 1830. Elle est censée restaurer le prestige royal en s'inscrivant dans les pas des grands conquérants français et surtout donner un peu de réussite à son ministère boiteux. Les grands pays européens sont favorables à l'expédition, notamment la Russie qui vient de faire la guerre à l'Empire ottoman pour la question grecque. Le Royaume-Uni, lui, reste circonspect, mais souhaite opposer à l'entreprise une médiation. Les moyens mis sont considérables, la victoire militaire est décisive, mais suffira-t-elle à sauvegarder le trône de Charles X ? Bonjour et bienvenue dans le temps de l'histoire. Après l'Empire, la Restauration. Les Bourbons sont de retour au pouvoir. Charles X succède à son frère Louis XVIII, décédé en 1824. Il adopte une politique ultra-conservatrice, favorisant l'aristocratie et l'Église. La France de la Restauration établit un système bicaméraliste, c'est-à-dire avec 2 chambres de parlement. Vient d'abord la Chambre des Pairs, qui correspond à notre Sénat actuel, avec les plus illustres noms de l'histoire de France. Richelieu, Clermont-Tonnerre, Choiseul, Breuil, Monaco, Rohan, etc. Mais aussi la noblesse d'Empire, Davout, Marmont, Molitor et j'en passe. Ils sont nommés par le roi en nombre illimité, soit à vie, soit recevant une titulature héréditaire. L'autre est la Chambre des députés. Conséquence de l'assassinat du fils de Charles X, le duc de Berry, en 1820, la royauté se fait plus intransigeante en matière de pouvoir politique. La loi du double vote est instituée. Elle donne privilège au quart le plus riche de l'électorat, la possibilité d'élire ses propres députés et de voter une seconde fois pour le reste des autres. La Chambre passe alors d'environ 250 députés à peu près 430. Aussi, Charles X modifie en 1824 le mode de fonctionnement de la Chambre, passant d'un renouvellement des 1/5 par an à un renouvellement intégral tous les 5 ans. Cette manœuvre est à double tranchant. Si la Chambre ne lui est pas favorable, il est pieds et poings liés. A contrario, si elle est en sa faveur, il pourra faire ce qui lui chante. Les députés sont élus au suffrage censitaire. Il vous en coûtera 300 francs d'impôt pour voter et 1000 si vous souhaitez être élu, à condition d'avoir plus de 30 ans et que vous soyez un homme. Il faut savoir que le salaire français journalier moyen est alors de 2 à 3 francs. Finalement, seulement une poignée d'hommes peut s'offrir le luxe d'être électeur, 100 000 à peu près. En mars 1830, 221 députés expriment leur défiance envers le ministère Polignac. Ils souhaitent pour l'État cette harmonie constitutionnelle, première et nécessaire condition de la force du trône et de la grandeur de la France. Charles X répond que ces résolutions sont immuables. Ce vocable a quelque chose d'absolu et d'autocrate et ne plaît pas du tout à l'opposition. Charles X dissout alors la Chambre des députés, espérant une majorité favorable. Mais les élections suivantes renforcent l'opposition libérale, le roi sort affaibli de ses propres actions. Le 14 juin 1830, Charles X ordonne l'envoi d'un corps expéditionnaire pour prendre Alger. Officiellement, il s'agit de mettre fin à la piraterie en Méditerranée, de répondre à l'affront du dey d'Alger envers le consul français dont nous avions parlé dans la vidéo précédente, mais aussi la destruction du bastion et comptoir français de Lacal en 1827. Le baron d'Auxèze, ministre de la Marine, présente aussi d'autres contentieux en séance à la Chambre des députés le 16 mars 1830. Officieusement, la France n'a toujours pas payé ses dettes envers le dey, qui date du Directoire en guerre. Comment Charles X pourrait-il consentir à payer les créances de ce qu'il estime une parenthèse, la Révolution, qui a fait monter de plus son frère Louis XVI à l'échafaud? Bref, les liens diplomatiques sont rompus, malgré que le Royaume-Uni souhaite négocier avec le dey et l'Empire ottoman des excuses et des réparations pour la France. En effet, Lord Stuart, ambassadeur du Royaume-Uni en France, se fait houspiller par d'Auxèze. « Je ne veux pas traiter l'affaire diplomatiquement. Vous en trouverez la preuve dans les termes que je vais employer. La France, monsieur, se fout de l'Angleterre. » Cette opération militaire vise également à détourner l'attention des problèmes intérieurs et à renforcer l'autorité du roi. La prise d'Alger, le 5 juillet, est un succès militaire. Le 9, le roi pense que cette victoire lui donne un blanc-seing pour sa politique intérieure.
Le 25 juillet 1830, Charles X signe des ordonnances qui ressemblent dans leur effet aux lois coercitives qui ont mené à la Révolution américaine dans les 13 colonies d'Amérique. Elles suspendent la liberté de la presse, dissolvent la Chambre des députés, restreignent le droit de vote et placent des amis politiques à des postes clés. Le roi n'en était pas à son galop d'essai. Déjà en juillet 1827, il avait tenté avec son ministre Villèle de restreindre la liberté de la presse, projetant un certain Chateaubriand dans l'opposition. Ce dernier avait écrit un manifeste contre la censure qui exprimait l'ignorance de Charles X pour le changement d'époque. Ce roi qui rêve qu'on lui obéisse comme on obéissait jadis à Louis XIV. La réaction à ces ordonnances ne se fait pas attendre. Le 26 juillet, 44 journalistes, dont Adolphe Thiers, futur président de la Troisième République, publient une protestation contre ces ordonnances. Aujourd'hui donc, le gouvernement a violé la légalité. Nous sommes dispensés d'obéir. Nous essayons de publier nos feuilles sans demander l'autorisation qui nous est imposée. Ce sont des partisans d'une monarchie constitutionnelle, à l'anglaise, où le roi règne mais ne gouverne pas. Les 27, 28 et 29 juillet, des émeutes éclatent à Paris. Les barricades se dressent, les combats font rage. C'est la Révolution de juillet, les Trois Glorieuses. Le bilan des ordonnances est lourd. 3 jours, 5000 blessés et près de 1000 morts dans un Paris délabré. Face à l'insurrection, Charles X abdique le 2 août 1830 en faveur de son petit-fils, le duc de Bordeaux, le légitime Henri V. Mais la symbolique est du côté de Louis-Philippe d'Orléans. C'est la monarchie de juillet, dont il devient, en rappel de la monarchie constitutionnelle de Louis XVI, souverain sous le titre de roi des Français plutôt que de roi de France. Pour ce qui est de l'expédition d'Alger, Bourmont, le général en chef de l'armée d'Afrique et ministre de la guerre, refuse toute allégeance au nouveau pouvoir. Il est donc désigné démissionnaire et est remplacé par le général Clausel, député de l'Ariège, bientôt maréchal pour ses services en Algérie. Bourmont est alors contraint de s'exiler avec ses fils, dont l'un est mort au champ d'honneur après la bataille de Sidi Khalef, quand bien même la presse disait qu'il serait sauf. Le cercueil d'Amédée de Bourmont, où son cœur est enfermé, est paraît-il pillé en arrivant à Toulon, Marseille. On a cru qu'il y serait dissimulé quelques trésors d'Orient. C'est pour Bourmont la disgrâce, doublée de l'infamie infligée par des butors amoureux. Cet épisode raconte-t-il l'intransigeance douanière du nouveau régime, les racontards légitimistes pour décrédibiliser ce changement de pouvoir, ou plus prosaïquement, les permissions qu'on s'octroie dans les temps d'instabilité? La conquête d'Alger, censée renforcer le pouvoir royal, n'a pas empêché la chute de Charles X. Au contraire, elle a mis en lumière les contradictions d'un régime en décalage avec les aspirations libérales de la société française. Peu évoqué dans les récits classiques, mais qui a sans doute une importance dans la conduite de Charles X, est la mort en 1804 de la comtesse de Polastron, maîtresse fidèle et confidente de ce qui n'est pas encore le roi, mais alors le comte d'Artois. Cette perte aura des conséquences bien au-delà du domaine sentimental. Atteinte de tuberculose, elle meurt dans ses bras après une lente agonie. Ses derniers mots auraient été « Que Dieu vous touche le cœur comme il m'a touché ». Ces paroles, empreintes de piété et de résignation, marquent un tournant dans la vie de celui qui deviendra Charles X. Lui, qui fut longtemps un prince libertin, aimant le jeu, la fête et les femmes, adopte soudain un mode de vie austère, presque monastique. Il se rapproche de la religion, de la tradition, du clergé. Cette conversion intime, née d'un deuil profond, façonne un roi qui se vit en monarque de droit divin, porteur d'une mission si spirituelle que le politique en pâtit. Mais cette foi sincère devient un filtre rigide, l'éloignant des réalités mouvantes d'une France post-révolutionnaire. Le roi croit sauver les âmes en gouvernant selon sa conscience et les droits que la charte lui accorde. Il ne comprend pas que le peuple ne veut pas d'un souverain sauveur, mais d'un roi arbitre. Là est un des grands malentendus du règne. De même, l'entêtement pour Jules de Polignac est-il à mettre sur le fait que son ancienne et défunte maîtresse ait été la tante du Premier ministre malheureux? Chateaubriand, pour qui l'affaire des ordonnances l'a fait s'écarter de la politique, revient sur l'événement dans ses mémoires d'outre-tombe en s'en prenant à Charles X. La presse, c'est la parole à l'état de foudre, c'est l'électricité sociale. Plus vous prétendrez la comprimer, plus l'explosion sera violente. Il faut donc vous résoudre à vivre avec elle, comme vous vivez avec la machine à vapeur. Une preuve de l'impuissance de la presse dans certains cas se tire du reproche même que vous lui faites à l'égard de l'expédition d'Alger.
Vous l'avez pris, Alger, malgré la liberté de la presse. Finalement, Charles X n'a pas su comprendre que la Révolution et l'Empire n'étaient pas des parenthèses de l'histoire de France. Ces idées ont infusé suffisamment la société française pour qu'elle se constitue comme indissociable des décisions politiques et surtout dans la rue. Et oui, l'expression d'ancien régime montre bien que les Français ne sont plus si disposés à voir le retour d'un monarque de droit divin. Charles X, malgré lui, n'a pas mesuré les conséquences de cette mécanique de la sourde oreille. C'est la même logique qui avait déclenché la révolte des 13 colonies d'Amérique en 1776 contre le roi George III. L'un aura perdu l'Amérique, l'autre un trône que plus aucun de sa descendance bourbonne ne montera. Un personnage est encore présent, commun à ces deux événements que 54 ans séparent. Peut-être l'aurez-vous deviné, c'est un certain marquis de Lafayette. Libéral, pro-monarchie constitutionnelle et qui figurait déjà parmi les 221 députés dont nous avons parlé plus tôt. Lafayette monte sur le balcon de l'hôtel de ville avec Louis-Philippe, il lui donne l'accolade fraternelle comme on remet une couronne. C'est une nouvelle fête de la Fédération, 40 ans après celle qu'il avait faite en 1790 avec l'infortuné Louis XVI. Comme toujours, je vous invite à vous abonner, liker, commenter et partager au plus grand nombre. Cette entracte dans notre série sur Youssouf Vantini nous semblait importante pour donner les motivations et déboires politiques derrière la conquête de l'Algérie. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, elle va assurément apparaître à la fin de celle-ci. Nous reviendrons bientôt dans une prochaine sur le fameux cavalier mamelouk. En attendant, des formats plus courts sont en préparation pour vous aider à attendre, alors restez alertes. Je vous dis donc à bientôt dans le temps de l'histoire.